d'Andeo Service. Et je suis donc accompagné de Franck Nataf, partenaire historique à la fois de nos labels et certifications Cap Andeo avec Oxylife et également membre de la FEDESAP, et donc de Julien, mais que tout le monde connaît, j'imagine, ici. Peut-être avant de vous présenter le vif du sujet, donc, qui est la thématique du webinaire d'aujourd'hui, et de travailler et de vous présenter un peu les leviers et freins à la prestation de compensation handicap aide humaine. Mais avant de revenir spécifiquement sur ces freins et leviers, il me semble important de représenter le cadre de cette présentation et l'association Andeo. Ce qui est important de retenir à travers Andeo, c'est qu'Andeo est tout un ensemble d'associations qui se sont réunies à travers cette association pour partager un certain nombre d'actions et de valeurs. Aujourd'hui, on compte 19 membres que vous pouvez voir ici présents, dont notamment la FEDESAP, qui nous a rejoint récemment. Et aujourd'hui, Andeo est présidé par l'UNAFTC, qui est l'Union nationale des familles et des personnes traumatisées crâniennes et cérébrolésées. Ce qui est important à retenir également à travers ce collectif, c'est s'il a souhaité se réunir à travers Andeo, c'est pour permettre aux personnes en situation de handicap, aux personnes âgées en perte d'autonomie et aux proches aidants de mieux vivre chez elles et dans la cité. Cet objectif, il s'inscrit pleinement dans la loi de 2005 relative à l'égalité des chances et aux droits des personnes en situation de handicap, mais il s'inscrit également dans la Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées. C'est vraiment notre feuille de route qui nous amène en tout cas à penser ces logiques d'inclusion pour ces différents publics. Pour arriver à décliner cette mission d'inclusion qui nous a été confiée, Andeo a développé deux axes. Un premier axe autour de la production de connaissances à travers un observatoire national des aides humaines, et un deuxième axe autour de démarches qualité à travers la création de labels et certifications Cap Andeo. Aujourd'hui, on déploie nos labels et certifications dans 3 domaines d'activité, dont un que vous connaissez bien, le secteur médico-social, puisque notre certification historique est une certification spécifiquement dédiée au service à la personne. Dans le cadre de ce domaine médico-social, on déploie également une autre certification pour les autres structures sociales et médico-sociales auxquelles les services d'aide et d'accompagnement à domicile peuvent éventuellement candidater, qui porte spécifiquement sur les établissements et services qui accompagnent des personnes autistes, et une troisième certification qui porte spécifiquement sur les établissements et services qui accompagnent des personnes polyhandicapées. Un deuxième domaine d'activité dans lequel on déploie également des démarches qualité, c'est autour de la mobilité, avec une certification spécifiquement destinée au transport. C'est tout ce qui va être transport collectif, transport individuel, transport à la demande, transport accompagné. Et on a également un label qui est spécifiquement dédié aux prestataires d'aide technique en lien avec la mobilité. C'est tout ce qui va être prestataire qui va délivrer des aides techniques de type canne, déambulateur, fauteuil manuel ou fauteuil électrique. On ne labellise pas l'aide technique à proprement parler, mais bien la prestation de service qui est proposée par le prestataire. Enfin, le troisième domaine d'activité dans lequel on déploie également des démarches qualité, c'est autour des proches aidants, avec un label qu'on déploie auprès des organismes qui ont mis en place des actions en faveur de leurs salariés, qui peuvent être par ailleurs proches aidants. Ce label, il concerne aussi bien les entreprises que les associations ou le secteur public. L'enjeu de ce label, c'est de valoriser les actions que ces organismes peuvent mettre en place pour favoriser l'articulation entre vie privée et vie professionnelle pour leurs salariés qui peuvent être par ailleurs proches aidants. Quels que soient nos projets, qu'on soit dans une démarche qualité ou dans la production de connaissances, ils sont toujours avec la même logique qui est de construire des dynamiques participatives dans l'élaboration du projet, à la fois dans la construction du référentiel ou dans la réalisation des études. Côté observatoire, qui est sans doute le levier qui nous intéressera le plus aujourd'hui, l'enjeu de l'observatoire, c'est vraiment d'être une ressource au service de ses membres. Dit autrement, Andeo n'a pas vocation à construire des plaidoyers et être un levier politique, mais bien d'être une ressource pour permettre à ses membres justement d'élaborer éventuellement ces plaidoyers et d'être un outil qui puisse être utile à chacun des membres. Si je remets ce préambule en place, c'est effectivement la présentation d'aujourd'hui ne sera pas d'aborder notamment les problématiques de tarification de la PCH, qui sont des tarifs qu'on sait être trop bas pour la plupart des interventions à réaliser. Nous, ce qu'on a pu déjà apporter, en tout cas sur cette question-là, c'est de la réalisation d'études, notamment sur le juste coût que devrait avoir un service, enfin le juste coût qui devrait être solvabilisé pour permettre à un service d'aide et d'accompagnement à domicile d'intervenir. Ça, c'est une étude qu'on avait réalisée en 2013 avec des services Cap Andeo pour permettre d'arriver à identifier ce juste coût, qui a d'ailleurs été repris par la suite dans d'autres travaux
on identifiait un tarif qui pouvait être entre 22,40 et 24,40. De mémoire, la DGCS avait identifié un tarif autour de 25 euros en moyenne. Donc, on est globalement sur des identifications à l'époque qui étaient autour de ce tarif-là. Je dis à l'époque parce que c'était il y a presque 10 ans et qu'aujourd'hui, la revalorisation, en tout cas des coûts dans le contexte des services, notamment d'aide et d'accompagnement à domicile, qui n'a jamais été revalorisé, pose des difficultés et continue à augmenter là où aucune action n'a encore été menée dans ce sens. Autre élément également à prendre en compte qui sert également de ressources aux différents partenaires d'Andéo, c'est des enquêtes flash qu'on a pu réaliser, mais d'ailleurs qu'on a pu réaliser, je dirais, en s'appuyant sur les travaux que la FEDESAP avait pu réaliser également sur la diversité des tarifs qui pouvaient être délivrés d'un département à l'autre. Le premier travail qu'on avait réalisé, c'était en 2016, spécifiquement sur la PCH, qui montrait que le tarif pouvait varier d'un petit peu en dessous de 17,77 pour certains services et monter jusqu'à 32 pour d'autres services. Alors après, il ne faut pas non plus identifier ces chiffres comme des variables absolues et il ne faudrait pas voir ces tarifs de manière brute, puisque le risque, c'est de les prendre comme des variables qui vont venir cacher des réalités souvent plus complexes, puisque par exemple, les services qui sont tarifés entre 28 et 32 euros, premièrement, il en existe très très peu. Deux, quand ils existent, très souvent, ils sont plafonnés en termes de nombre d'heures qu'ils peuvent réaliser. C'est souvent des services qui sont notamment APF France Handicap, mais ça peut être également d'autres services spécialisés dans le handicap qui ont donc d'autres contraintes. Pour autant, cette diversité de tarifs existe et ces inéquités de traitement, en tout cas dans la manière de valoriser les tarifs PCH d'un département à l'autre et sur un même département, d'un service à l'autre, et très souvent, au regard du statut du service, poser des difficultés qu'on a pu mettre en valeur, notamment à travers ce baromètre. Le deuxième qu'on avait réalisé, c'était en 2018. C'était notamment aussi pour actualiser les données qu'on avait pu produire sur cette première cartographie, de voir les passerelles notamment et les asymétries qu'il y avait également avec l'APA, et de pouvoir aussi avoir une vision globale entre les modes d'intervention de type particulier employeur ou en mode prestataire sur les différents tarifs et les différentes règles qui pouvaient être mises en place. D'ailleurs, ce second baromètre avait été fait en partenariat avec la FEPEM, qui permettait vraiment de brasser l'ensemble des problématiques d'aide humaine en termes de tarification et de diversité des territoires. Mais comme je disais, l'enjeu de la présentation d'aujourd'hui, c'est moins de revenir sur ces problèmes d'inéquité, qui sont un vrai problème et que je mesure très bien à mon niveau et qu'Andéo mesure également, mais de revenir surtout sur les problématiques que pose la PCH dans son périmètre, et en particulier autour de l'annexe 2.5, qui vient définir, d'une certaine manière en tout cas, les modes d'éligibilité de la PCH, les modes d'éligibilité à l'aide humaine, et le plan qui pourrait être élaboré suite à cette éligibilité. Pour revenir sur ces éléments, alors l'annexe 2.5, elle est vraiment compliquée d'appréhension. Moi, je dirais aujourd'hui, ça doit faire une dizaine d'années que je travaille dessus. Je le fais notamment en étroite collaboration avec Roselyne Pourroux de l'INAFAM, qui, elle, travaille depuis 20 ans sur ces questions-là. Et encore aujourd'hui, on redécouvre encore des subtilités de cette annexe qu'on n'avait pas forcément identifiées. On le redécouvre en fait aujourd'hui parce qu'on participe au groupe de travail qui est piloté par Denis Leguet. Denis Leguet, qui est le président de Santé Mentale France et qui a été missionné par Sophie Cluzel et M. Véran pour mettre en place un groupe de travail qui permettrait de réviser cette annexe de 5 et la rendre plus accessible aux handicaps qui ont des altérations des fonctions mentales, psychiques et cognitives. Dans ces handicaps, ça inclut notamment les troubles du spectre de l'autisme. Ce groupe de travail national, il a été initié notamment par tout un argumentaire qui avait été mis en place dans le cadre de la CNH de l'an dernier pour arriver à expliquer et argumenter les problèmes d'accès que ces personnes pouvaient avoir à la PCH. Et une fois qu'ils y accédaient, les problèmes d'élaboration des plans d'aide, qui sont souvent des plans très restreints et très limitatifs pour ce type de public. Ces éléments-là, ils s'appuient notamment, et l'argumentaire s'appuie très fortement sur les travaux qu'Andéo a pu réaliser sur les 5 dernières années pour ces différents publics, en particulier des travaux qui ont été réalisés sur le handicap psychique en 2015, sur l'autisme en 2016, sur les lésions cérébrales cette année, et également sur tout ce qui était la participation à la vie sociale, qui était un travail transversal sur les différents types de handicap, qui inclut notamment le handicap psychique, le handicap intellectuel, le handicap cognitif et les handicaps neurodéveloppementaux qui incluent l'autisme, qui avait été réalisé en 2017. L'enjeu, c'était de montrer que le fait que les services à domicile, ils n'intervenaient pas exclusivement au domicile des personnes, mais qu'ils pouvaient aussi intervenir à l'extérieur. Alors, la réglementation dit à partir du domicile.
En réalité, à travers cette terminologie, il y a différents jeux qui peuvent se mettre en place et retraductions et réinterprétations qui peuvent se faire en territoire. Et effectivement, l'étude montrait que les services ils peuvent intervenir également en milieu scolaire, en périscolaire, au niveau des loisirs, au niveau de l'espace de travail, pour des vacances, sur des lieux de culte, également éventuellement à l'hôpital, voire dans des établissements médico-sociaux. Et tous ces éléments-là permettaient de mettre en valeur toute une diversité, en tout cas, de prestations qui étaient réalisées par les services à domicile. Ces études elles étaient importantes aussi pour montrer le relief que peuvent avoir les services à domicile et toute l'élasticité que leur permet leur autorisation. Je dis l'élasticité parce qu'elle est importante. Un service à domicile, contrairement aux autres structures médico-sociales, elles ne sont pas régies par le raisonnement en silo. C'est vraiment une des particularités du médico-social. Un, c'est déjà de reconnaître que ces services font bien partie de ce secteur, mais c'est aussi d'entendre que ces services ne sont pas régis par une problématique de moins de 21 ans, plus de 21 ans, plus de 60 ans, qui sont les problématiques sur lesquelles sont structurées les autres structures médico-sociales. L'autre particularité, c'est, alors je disais l'élasticité, et oui, l'autre particularité, c'est le fait que ces services à domicile peuvent aussi se structurer, se doter de professionnels qui peuvent être plus ou moins diversifiés, plus ou moins avec des formations initiales élevées. Dit autrement, il n'y a pas que des aides à domicile ou des auxiliaires de vie sociale qui sont présents dans ces services à domicile, mais dans certains, et au regard de une certaine organisation qui a pu se mettre en place, certains ont réussi à s'équiper de psychologues, notamment au niveau de responsables d'encadrement, ou de moniteurs éducateurs, voire d'éducateurs spécialisés, d'aides-soignantes ou d'infirmiers, qui vont jouer le rôle et la fonction d'auxiliaire de vie sociale, mais qui, de par leur formation initiale, leur permettent d'intervenir sur des situations plus ou moins complexes. Et là, je pense en particulier à l'autisme, mais pas exclusivement, toutes les situations qui vont impliquer des troubles dits du comportement ou des comportements dits problèmes demandent souvent d'avoir un outillage et une organisation un peu plus solide et sophistiquée qu'un service, j'ai envie de dire, classique. Ce qui fait qu'on a hiérarchisé, notamment dans cette étude, des services classiques dans le sens tel qu'ils sont entendus dans le droit commun, mais également des services spécialisés, voire des services hyper spécialisés qui, grâce à des soutiens d'ARS, et vraiment on les compte sur les doigts d'une main, le nombre de services hyper spécialisés, ont pu développer toute une structuration de type médico-social avec des éducateurs, enfin, avec des équipes interdisciplinaires permettant d'accompagner des profils très particuliers publics. Ça permet de remettre un peu le contexte et de rappeler la diversité et la conscience qu'on a bien du fonctionnement des services d'aide et d'accompagnement au domicile. Ces études, elles rappellent également toute la difficulté de pouvoir intervenir dans le secteur et le fait qu'il s'agit bien d'un secteur sinistré qui n'est pas revalorisé depuis des années, qui se comptent presque en dizaines d'années aujourd'hui, qui pose des problèmes de turnover, qui pose des problèmes d'accident du travail, qui pose des problèmes également de formation initiale et de recrutement pour arriver à avoir les professionnels compétents, qui pose des problèmes de tarification, tout ça venant créer des nœuds face à pourtant une potentialité très très forte de la part de ces services. Cette potentialité, elle est également bridée dans la manière dont l'annexe 2.5 elle est construite. Et c'est là où on va commencer à cibler dans le sujet. Et Franck, n'hésite pas à me couper, me réinterpeller sur certains éléments, et notamment sur l'expérience que toi, tu peux avoir de cette annexe 2.5 au regard de tes services. La première problématique de l'annexe 2.5, c'est les critères d'éligibilité, qui sont, alors là j'ai repris pour des critères d'éligibilité au niveau adulte, en reprenant les critères d'éligibilité au niveau de la PCH, qui sont pour avoir accès au volet aide humaine au trait de la PCH, la personne elle doit être au préalable éligible à la PCH dans son ensemble, c'est-à-dire avant même d'accéder à l'action du volet aide humaine, parce que la PCH elle inclut également un volet technique, un volet aménagement du domicile, un volet aide animalière et un volet prestations exceptionnelles. Donc, il faut déjà pouvoir être éligible à cet élément-là. Pour pouvoir être éligible à cet élément-là, quand on est un enfant, un mineur, il faut en plus au préalable avoir pu montrer un certain taux d'incapacité. Ça veut dire qu'il faut pouvoir passer par les fourches codines du guide barème qui rend compliqué l'accès à la PCH pour des enfants, puisque les taux d'incapacité, notamment pour les handicaps cognitifs, psychiques, mentaux ou neurodéveloppementaux, sont très difficilement reconnus avec un taux d'incapacité suffisant pour avoir accès à l'AEH et à ses compléments. Donc pour ces enfants, il y a une contrainte supplémentaire que celle que je veux vous présenter là, puisqu'il faut pouvoir également être éligible et répondre aux exigences du guide barème et au taux d'incapacité qui permettrait d'être éligible à l'AEH. Pour les adultes, on n'a pas cette problématique-là, on arrive direct à la PCH. Pour la PCH, donc, la problématique des critères d'éligibilité, c'est déjà de pouvoir répondre à la réalisation d'au moins une activité pour la réalisation de deux activités, donc la réalisation d'au moins une activité grave ou absolue pour au moins 2 des activités parmi les 19 qui sont référencées dans l'annexe 5.
Dans ces 19 items, la complexité qu'il y a, c'est qu'il y en a uniquement 4, on pourrait dire, qui portent spécifiquement sur les handicaps cognitifs, psychiques, mentaux, neurodéveloppementaux. Quand je dis neurodéveloppementaux, hein, j'entends donc l'autisme. Quand je dis handicap psychique, j'entends tout ce qui va être les maladies de type schizophrénie ou bipolaire. Quand je dis handicap mental, ça va être par exemple les problématiques liées à une trisomie 21, qui renvoie de la déficience intellectuelle. Et quand je dis handicap cognitif, alors là, la définition est souvent complexe, mais on entend souvent ce qui va être notamment des troubles cognitifs liés à un traumatisme crânien ou à un AVC, par exemple. Mais on aurait pu envisager d'autres définitions, et si quelqu'un qui avait un Alzheimer jeune avant 60 ans pourrait rentrer dans la définition d'un handicap cognitif. Et donc, je les différencie bien des handicaps physiques, qui peuvent être un handicap moteur ou un handicap sensoriel, qui, eux, ont en tout cas une éligibilité à la PCH qui a été plus construite au regard de leur handicap, et notamment les 19 items qui sont mentionnés, notamment la préemption de la main supérieure ou de la main supérieure ou de la main inférieure, sont des précisions typiques de handicap physique qu'on ne retrouve pas et qui n'ont pas de pertinence à proprement parler pour les handicaps cognitifs, psychiques, mentaux et neurodéveloppementaux, qu'on peut qualifier également de handicaps dits invisibles. Parmi cette liste de 19 items, en réalité, donc, comme je disais, 4 items les concernent plus particulièrement. Ça va être l'item portant spécifiquement sur la perte de repères dans le temps. Ça, c'est un premier item. Le deuxième item, ça va être la perte de repères d'espace. Le deuxième item, c'est gérer sa sécurité. Et le troisième qui va être évalué, c'est de maîtriser son comportement dans ses relations avec autrui. En réalité, c'est vraiment ces 4 items qui permettent d'être éligible à la PCH et sur lesquels il faut insister lorsqu'on élabore un plan, une demande de PCH auprès de l'MDPH. Ces items-là, en plus, alors les autres pourraient être également utiles, notamment le fait de pouvoir se laver, de pouvoir se déplacer. Mais très souvent, la problématique auquel se heurtent les demandeurs et les services d'aide et d'accompagnement à domicile pour valoriser ces temps-là, c'est la MDPH, une fois qu'elle voit la personne, elle dit « Ah oui, mais la personne, elle sait se laver, on ne voit pas de difficulté physique à pouvoir réaliser la tâche. » Toute la complexité d'arriver à argumenter en disant « Oui, effectivement, la personne sait physiquement se laver, mais d'un point de vue fonctionnel, si on n'initie pas, si on ne la stimule pas à réaliser l'acte, elle peut rester des semaines, voire des mois sans se laver. Dans ce cas-là, elle ne sortira pas, elle ne pourra pas exercer une vie professionnelle, elle ne pourra pas avoir une vie sociale, et ça posera tout un ensemble de contraintes. » Et donc, l'autre élément sur lequel il faut valoriser, donc il y a les 4 items que j'ai insisté, sur lesquels que j'ai mentionné, mais il y a également les besoins de stimulation et d'arriver à pouvoir argumenter que sans cette stimulation, une partie des actes essentiels de la vie quotidienne ne pourront pas être réalisés. C'est, je dirais, les 2 leviers principaux sur lesquels on peut agir pour rendre éligible déjà à la PCH. Une fois qu'on est rendu éligible à la PCH, il faut pouvoir ensuite être éligible à l'aide humaine. Là, il y a 2 leviers sur lesquels on peut être éligible pour la question de l'aide humaine. Il va y avoir le fait d'avoir une difficulté absolue pour l'un des 5 actes essentiels décrits dans l'annexe de 5, ou 2 difficultés graves pour ces 5 actes. Ces actes, c'est la toilette, se laver, l'habillage, s'habiller, se déshabiller, l'élimination et les déplacements dans le logement ou à l'extérieur. Ce qui est important à retenir, c'est que dans ces actes essentiels n'est pas considéré la participation à la vie sociale comme un acte essentiel et qu'il ne permet pas d'être éligible à la PCH. En outre, en réalité, ces actes-là sont des actes qui sont souvent envisagés et interprétés sous l'angle du handicap physique, moteur ou sensoriel, qui est donc plutôt la capacité à réaliser mécaniquement une de ces prestations, et il est souvent plus difficile d'arriver à justifier des besoins de stimulation que peut avoir cette personne. Aujourd'hui, l'annexe de 5, elle a notamment été révisée en 2017, et elle prévoit bien d'insister sur ces besoins de stimulation. C'est surtout une problématique de formation, notamment des équipes de MDPH, mais également une difficulté pour les personnes qui vont faire la demande ou pour les proches aidants qui vont faire la demande de bien penser à valoriser ces temps-là et à ne pas les gommer. Et je dis à ne pas les gommer parce que souvent, une des problématiques qu'on a avec les proches aidants, c'est qu'ils vont venir minimiser toutes les actions qu'ils vont arriver à mettre en place, en particulier quand il s'agit d'enfants, mais également quand il s'agit de proches, quand c'est un frère, une sœur, pour qui on se dit c'est normal de venir à son aide, c'est normal de rester auprès de lui parce qu'il a des difficultés. Mais cette normalité, elle vient aussi gommer tout le travail en plus que vient réaliser ses proches aidants pour arriver à faire en sorte que cette personne elle puisse vivre à domicile. Et tout ce travail en plus, il faut aider les proches aidants à le déconstruire et à le valoriser et à dire là ce que vous faites. Ben, c'est important, c'est ce qui permet l'autonomie de la personne, c'est ce qui lui permet de ne pas aller en établissement. Donc il y a tout un travail d'accompagnement pour aider ces personnes à rendre éligibles à la PCH. Mais en réalité, même quand on fait tout ce travail-là, il y a encore une difficulté, et en vrai, très souvent, les personnes qui ont un handicap psychique, cognitif, mentaux, neurodéveloppementaux, donc
liées à une altération des fonctions psychiques, mentales et cognitives, très souvent, en réalité, elles ont besoin de ce qu'on appelle le filet de rattrapage, qui est le temps d'aide qui peut être apporté par un aidant familial qui doit atteindre au moins 45 minutes pour les actes essentiels de la vie quotidienne ou au titre de la surveillance. Cet élément-là, il est important. Alors, premièrement, ça ne veut pas dire qu'il faut nécessairement un aidant familial pour reconnaître ces 400 minutes. C'est s'il y avait un aidant familial, et s'il y en a un, tant mieux, et s'il n'y en a pas, on le pose en hypothèse. S'il y a besoin d'au moins 45 minutes par jour, dans ce cas-là, la personne est également éligible à l'aide humaine. Et ça, cet élément-là, il est important parce que c'est ce qui permet également d'insister de pouvoir ensuite mettre en place un plan de compensation. Donc, dans les leviers d'action sur lesquels il faut agir pour pouvoir être éligible, il y a les questions de stimulation, que ce soit au niveau de la PCH ou de l'éligibilité à l'aide humaine. Mais dans le cas de l'aide humaine, c'est important d'insister également sur les besoins de temps de surveillance que va avoir la personne. Et là, ça permet d'éviter de s'engouffrer dans le micmac des actes essentiels de la vie quotidienne, qui est souvent compliqué à valoriser pour ces publics-là, là où les questions de temps de surveillance et de risque de mise en danger peuvent être plus simples à valoriser. Là où il y a une complexité, c'est que très souvent, ces publics qui mettent en avant les demandes de PCH à travers des demandes d'aide ménagère. Alors là, il y a plusieurs problématiques autour de cette demande d'aide ménagère. C'est souvent une représentation erronée de ce que peut faire un service d'aide et accompagnement à domicile. Et là, donc, il y a toute une sensibilisation de communication importante à avoir pour valoriser les actions que vous pouvez mettre en place. Et là, effectivement, c'est le rôle notamment de vous sur les territoires, mais également des fédérations de professionnels d'aide à domicile, et également d'Andéo, d'arriver à rappeler que les services d'aide et d'accompagnement à domicile ne sont pas des pouces-balais, que les services d'aide et d'accompagnement à domicile accompagnent dans les actes essentiels de la vie quotidienne, mais accompagnent également dans tout ce qui va être participation sociale. Et ça, c'est vraiment un élément très important à valoriser, et de ne pas mettre en opposition des SAD d'un côté et des CSA, des SAVS ou des SAMSA de l'autre, mais de bien montrer tout le travail en complémentarité qui doit pouvoir se faire en territoire pour permettre un accompagnement. Et que ces travaux, ils relèvent davantage en réalité de postures différentes que d'activités qui seraient purement et simplement différentes. Cet élément-là, il est important parce que c'est ce qui va permettre de valoriser cet accompagnement et de venir court-circuiter cet argumentaire autour de l'aide au ménage et de rappeler aux personnes qu'elles peuvent demander d'autres prestations. Premier élément. Le deuxième élément, alors ce n'est pas qu'un problème de reconnaissance et de valorisation des SAD, c'est aussi un problème d'éligibilité à la PCH. Aujourd'hui, quand on met en avant un besoin d'aide ménagère, beaucoup d'MDPH retoquent d'entrée de jeu, dès l'instruction administrative, la demande de PCH en disant c'est une demande d'aide ménagère non éligible à la PCH. Là, en réalité, où cette demande-là n'est peut-être qu'une porte d'entrée pour dire oui, mais j'ai d'autres problèmes derrière, et que ces autres problèmes, ça peut être des problématiques effectivement liées à de l'incurie, donc à une problématique d'entretien du logement, mais qui plus fondamentalement peut être une problématique de stimulation, notamment pour arriver à se lever, pour arriver à s'habiller, pour arriver à se laver, pour arriver à sortir de chez soi. Tous ces éléments étant indispensables pour la participation à la vie sociale. Si je remets cet élément-là en contexte, c'est pour dire que la problématique de la prestation d'aide ménagère, elle est très souvent envisagée de manière très fonctionnaliste et comme si c'était exclusivement des prestations de confort. Là, en réalité, la question du ménage, elle est assez fondamentale, pas exclusivement pour arriver à pouvoir rentrer dans la PCH, mais parce que des fois, une fois que le plan est mis en place, notamment pour ces handicaps-là, on a besoin d'un temps de relation pour pouvoir élaborer une certaine confiance avec la personne et faire en sorte que l'intervention puisse se faire à domicile. Et que la question du ménage, c'est des fois une entrée qui est nécessaire pour permettre cette relation avec la personne. Et qu'en réalité, avant de pouvoir mettre en place, par exemple, des temps de participation à la vie sociale, on a besoin d'abord que la personne elle nous fasse confiance. Et pour qu'elle nous fasse confiance, on fait d'abord le ménage et on ne le fait pas avec elle, on le fait à sa place. Une fois qu'on a réussi à mettre en place cet élément-là, on peut le faire avec elle. Et une fois qu'on a réussi à le faire avec elle et qu'on a établi un élément de confiance, on peut commencer à mettre en place le plan de compensation d'aide humaine. C'est un exemple, il ne faut pas être caricatural, je ne prétends pas que toutes les situations de handicap psychique, mentaux, neurodéveloppementaux, se retrouvent dans ces situations-là, mais c'est un des exemples assez emblématiques pour lequel il faut dire la question des prestations ménagères devrait pouvoir être pensée dans un autre ensemble. Une fois ces problématiques de critères d'éligibilité franchies, et quand je dis une fois franchi, je ne minimise pas la difficulté qui est vraiment tout un exercice parfois de contorsion avec cette annexe de 5 qui n'a vraiment pas été pensée pour ces publics-là et qu'on essaye à chaque fois de rajouter avec des alinéas, des sous-tirés, voire des notes de bas de page pour arriver à les faire rentrer dans une annexe qui n'a pas été pensée pour. Une fois qu'ils y rentrent, on doit élaborer le plan de compensation du handicap. Ce plan de compensation, en théorie, il doit impliquer une évaluation à domicile par l'équipe pluridisciplinaire. Elle n'est pas toujours faite. L'autre complexité, c'est
les personnes n'ont pas toujours les capacités d'arriver à bien expliquer les besoins dont elles ont, notamment quand elles ont des handicaps psychiques, cognitifs, mentaux, neurodéveloppementaux, parce qu'une des problématiques de ces handicaps, c'est notamment de reconnaître qu'elles ont des difficultés et des besoins d'aide. C'est aussi ce qu'on appelle l'anosognosie chez certaines personnes, qui a la difficulté de se reconnaître comme étant soi-même en situation de handicap et d'en prendre conscience. Ça, on le retrouve très classiquement avec les handicaps cognitifs, mais également dans les handicaps psychiques. Cette problématique-là, elle est forte parce que ça veut dire qu'on va se retrouver avec quelqu'un qui dit « Non, moi, je n'ai pas de problème ». Et l'importance que des proches aidants soient présents ou des professeurs peuvent dire « Attendez, là, ce qu'elle est en train de vous dire, la personne, elle ne se rend pas compte que si on n'est pas derrière elle, elle va sortir en slip dans la rue et ça va être un problème, notamment si elle doit aller sur son lieu de travail. Ou si on n'est pas derrière elle, bah, elle ne va pas se laver ou elle va s'habiller avec Paul et Jacques alors qu'on est en plein été et qu'elle a mis 3 couches de manteau, ou qu'on est en plein hiver et qu'elle sort en débardeur. Ces exemples types sont vraiment des exemples qu'il faut souvent remettre en avant, ou la question de la gestion des aliments dans le frigidaire. Si la personne n'est pas structurée et stimulée, voire encadrée sur ces questions-là, elle peut acheter tablette de chocolat sur tablette de chocolat et ne pas du tout avoir une alimentation qui lui permette d'avoir une santé, déjà une alimentation équilibrée, mais en plus d'avoir une santé qui puisse être adaptée à sa situation. Donc ces éléments-là, ils sont importants. Il faut pouvoir soutenir également et aider les personnes à pouvoir formaliser le plan et souvent un peu conseiller les proches aidants dans l'élaboration de ce plan et la manière de valoriser sur tous les conseils autour de ces critères et de ce périmètre très restrict de la TCH. Et je dis très restrictif parce que, effectivement, sur les actes essentiels de la vie quotidienne de type moteur, se laver, s'habiller, se déshabiller, aller aux toilettes, participer à aller aux toilettes, bon. Sur ces actes-là, on est à peu près presque complet. Je dis presque parce qu'il y a encore des choses qui pourraient être rajoutées, mais il y a déjà beaucoup d'éléments. Par contre, sur la participation à la vie sociale, en réalité, on est sur des choses très, très restrictives, puisque la participation à la vie sociale, elle est limitée principalement à tout ce qui va être loisir lié à l'extérieur. Mais elle ne comprend pas tout ce qui concerne la vie sociale, qui sont par exemple les interactions avec autrui, qui concernent la vie sociale, le fait de pouvoir aller travailler ou à l'école, ne sont pas toujours interprétés comme pouvant relevant de cette participation de la vie sociale. Pareil, on pourrait parler des besoins éducatifs qui sont mentionnés dans cette annexe de 5, mais en réalité qui ne relèvent pas de besoins éducatifs à proprement parler, puisque pour pouvoir bénéficier de ces temps-là, il faut avoir justifié d'une orientation vers une structure médico-sociale et d'être sur liste d'attente. Et du fait de cette problématique, on peut se voir bénéficier de 30 heures d'aide par mois pour des besoins d'aide dits éducative, mais qui ne relèvent pas du tout de soutien à la parentalité tel que ça pourrait être pensé. Tous ces problèmes font que, notamment dans le cadre de la CNH, a été prévue une révision de cette annexe 5 sur une partie de quelques éléments. Et dès 2021, sera mis en place une assistance supplémentaire autour de la question de la parentalité. Donc à côté, alors là je vais peut-être même prendre la deuxième diapositive. Aujourd'hui, on a 3 registres dans lesquels on peut construire le plan de compensation. Donc si on est éligible à la PCH et à l'aide humaine, ensuite vient le fait qu'on construit le plan de compensation. Il peut se construire autour des actes essentiels de la vie quotidienne, sont soulignés en vert dans les éléments se laver, s'habiller, se déshabiller, ceux qui sont des critères d'éligibilité à l'aide humaine, et les éléments qui sont grisés, notamment les 30 heures par mois maximum de participation à la vie sociale ou les 30 heures par mois maximum pour prendre en compte les besoins éducatifs, ne sont pas des éléments qui peuvent être éligibles à la prestation de compensation du handicap, aide humaine. Donc, on a les actes essentiels de la vie quotidienne, on a les temps de surveillance qui sont limités à des problématiques de mise en danger de la personne pour elle-même. Je dis limité parce qu'en réalité, la problématique de la surveillance, elle pourrait porter également sur le fait de mettre en danger autrui et pas exclusivement soi, ou pourrait être des difficultés de gestion notamment de ses émotions, de stress et de ses comportements qui peuvent être problématiques dans la vie quotidienne. Mais aujourd'hui, en tout cas, la surveillance n'est pas envisagée dans cet angle-là. La surveillance, alors je reviendrai après. Donc, troisième élément qui peuvent relever de la PCH, c'est les frais supplémentaires qui sont liés notamment à une activité professionnelle ou à l'exercice d'un mandat électoral, qui sont aujourd'hui non éligibles pour la prestation de compensation du handicap, mais au regard de la législation, il y a eu a priori des choses qui auraient pu être revues dans ce sens-là, mais bon, ça c'est, je le mets entre parenthèses, ça sera pour un autre webinaire. Ce qui est important de retenir pour la surveillance, c'est pareil. La surveillance, elle ne sera pas évaluée de la même manière selon qu'on est avec des handicaps, avec des altérations des fonctions mentales, cognitives ou psychiques, où là, normalement, le besoin de surveillance ne peut pas excéder 3 heures et s'inscrit dans le plan maximum de 6h05
7h05 si on inclut les besoins d'aide humaine, qui est différent de la surveillance qui pourrait être nécessaire pour une personne qui aurait besoin d'une surveillance notamment d'actes essentiels de la vie quotidienne ou d'une surveillance en soins quotidienne. C'est notamment le cas de personnes polyhandicapées ou de certaines personnes myopathes qui peuvent avoir besoin de 24 heures sur 24. Dans ce cas-là, il n'y a pas besoin de déplafonnement. On peut accorder un temps de surveillance de 24 heures sur 24 pour ces temps-là. Le déplafonnement au-dessus de la surveillance, il le sera pour ces publics s'il y a besoin de 26 heures sur 24, ce qui est le cas, par exemple, quand il y a besoin pour des transferts d'avoir 2 auxiliaires, par exemple, et pas seulement une. Pour ceux qui ont une altération des fonctions mentales, psychiques ou cognitives, si on veut un déplafonnement de ce public, ce sera un déplafonnement pour les 3 heures. Et donc, le déplafonnement est souvent beaucoup plus complexe à avoir qu'une logique qui serait déjà tout de suite mise en place en disant « Ah oui, vous auriez le droit à du 24 sur 24 éventuellement ». Pareil, le plafond des 6h05 pour les actes essentiels de la vie quotidienne ou de 7h05 si on inclut les besoins éducatifs, il est possible également, mais il est toujours exceptionnel et aujourd'hui, on voit de moins en moins de déplafonnement de ces plans. Je reviens sur ce que je disais tout à l'heure et la slide d'avant. Donc, comme je disais, il y a donc 3 éléments qui vont permettre de construire le plan de compensation d'aide humaine, les actes essentiels de la vie quotidienne, la surveillance et les frais supplémentaires. Aujourd'hui, la CNH, et là c'est le petit encadré en bas à gauche, elle prévoit de rajouter un 4e élément qui serait autour de la parentalité. Même, alors je dis un 4e élément, le mot exact, si je reprends l'annexe de 5, c'est un 4e domaine. À partir de janvier 2021, un décret là est en cours de validation. Il sera prévu que pour les enfants de moins de 7 ans, il puisse y avoir des heures de parentalité d'allouer sur l'ensemble du territoire. Aujourd'hui, à ma connaissance, il n'y avait que l'Ille-et-Vilaine qui avait prévu ce type de PCH et également la Gironde qui avait mis en place là, très récemment une PCH parentalité. Les autres, c'était plutôt de manière expérimentale ou à titre discrétionnaire que ça pouvait être mis en place. Cette PCH parentalité, elle pourra aller jusqu'à 30 heures pour les enfants qui ont moins de 3 ans et aller jusqu'à 15 heures pour les enfants qui ont entre 3 et 7 ans. Ça serait une enveloppe forfaitaire. Aujourd'hui, il est discuté sur ce point-là, puisque l'enveloppe forfaitaire pose souvent difficulté parce qu'elle renvoie aux problématiques qui avaient été posées à l'époque de la CTP, qui est donc l'ancêtre de la PCH, qui était une proposition d'enveloppe forfaitaire et qui était trop basse pour couvrir les besoins effectifs des personnes, notamment avec un handicap moteur ou sensoriel. Le deuxième réforme qui va apparaître en 2021, c'est le complément qui va être ajouté sur l'activité autour des repas, qui sont aujourd'hui, la question des repas, c'est pouvoir prendre ce repas, c'est-à-dire à mettre la cuillère à la bouche de la personne, pouvoir lui permettre de manger ou éventuellement de lui apporter son gobelet. Sera rajouté dans cet élément-là le fait de devoir installer la personne, de devoir éventuellement lui préparer son repas et de devoir faire la vaisselle. En réalité, ce rajout est une réduction de ce qui avait été proposé en CNH, qui était de rajouter un élément autour de la question du ménage. Et qu'effectivement était reconnu qu'aujourd'hui, ça renvoie d'ailleurs aux éléments que je présentais tout à l'heure, que la question du ménage n'est pas une prestation uniquement de confort, mais qu'elle peut être également envisagée comme un acte essentiel de la vie quotidienne, notamment pour un handicap physique, parce que la personne, elle peut ne pas pouvoir utiliser ses membres supérieurs dans ce cas-là, difficile pour elle de faire le ménage, mais également pour des handicaps sensoriels, psychiques, cognitifs mentaux, neurodéveloppementaux. C'est important d'avoir cet élément-là, c'est qu'aujourd'hui, par rapport aux discussions qu'il y a pu y avoir dans les groupes de travail, l'introduction du ménage est réduite juste à le fait de pouvoir préparer le repas et de faire la vaisselle, qui est quand même beaucoup plus réductif que d'autres éléments qui auraient pu être pris en compte dans ces PCH au titre des autres actes essentiels de la vie quotidienne. Autre élément qui est important à prendre en compte dans les réformes qui vont arriver là prochainement, c'est le groupe de travail dont je vous parlais tout à l'heure, animé par Denis Leguet, à la demande du ministre de la Santé et de la secrétaire d'État au handicap, qui est de pouvoir réviser cette annexe de 5 pour la rendre plus accessible, à la fois en termes de critères d'éligibilité au handicap psychique, cognitif, mentaux, neurodéveloppementaux, mais également de faire en sorte que le plan de compensation qui soit élaboré puisse être également plus adapté aux besoins de ces personnes qui n'ont pas toujours en tout cas des besoins dans les actes essentiels de la vie quotidienne, qui peuvent en avoir mais pas systématiquement, mais qui ont surtout besoin d'assistance dans un certain nombre d'éléments liés à la vie sociale qui ne se limitent pas à l'accès aux loisirs par exemple. Voilà pour les éléments principaux, il me semble important à retenir autour de la question de la PCH aide humaine. S'il faut retenir en tout cas quelques éléments clés, c'est sur les questions des problématiques d'éligibilité, c'est pouvoir un maximum accompagner les bénéficiaires et les familles sur cette éligibilité, notamment sur la question de la stimulation
et des 4 items que j'ai mentionnés tout à l'heure sur le repérage dans le temps et dans l'espace, la gestion de ses sécurités et la maîtrise de ses comportements avec autrui. Élément supplémentaire quand on arrive à l'aide humaine, c'est la valorisation également des temps liés aux besoins de sécurité et de surveillance que pourrait avoir la personne. Une fois cette éligibilité fournie, ce qui est important également pour essayer d'étoffer un peu ces plans d'aide, alors c'est d'insister sur les besoins de surveillance, mais également d'insister sur les temps de participation à la vie sociale. Aujourd'hui, alors c'est important de différencier la participation à la vie sociale de la vie sociale à proprement parler. Puisque la vie sociale est plus large et va couvrir les différents domaines d'interaction avec autrui. La participation à la vie sociale, aujourd'hui, elle ne permet pas d'être éligible à l'aide humaine, mais elle permet de gonfler les plans d'aide. Dit autrement, lorsque vous recevez des bénéficiaires de type handicap psychique, cognitif, neurodéveloppementaux ou mentaux, vous pouvez éventuellement essayer de leur suggérer, de voir avec eux s'il ne pourrait pas y avoir une revalorisation de leur plan d'aide humaine. Vous noterez, je commence à prendre un peu des pincettes parce que l'idée, ce ne serait pas de se retrouver avec un risque de notification qui viendrait réviser le fait que la personne était éligible. Pour autant, c'est vraiment, en tout cas, la participation à la vie sociale est vraiment une manière d'étoffer un peu ces plans d'aide qui sont souvent très restreints quand on est avec des handicaps qui n'ont pas besoin d'aide dans les actes essentiels de la vie quotidienne, mais qui ont besoin d'assistants pour, j'ai envie de dire, un ensemble de micro-actes du quotidien, et notamment pour planifier des actions, pour arriver à réaliser plusieurs actions en même temps, pour arriver à se projeter dans la durée des différentes actions, pour arriver à communiquer avec autrui et mener une conversation, des discussions, connaître les règles de relations de vie en société. Pour tous ces éléments-là, en réalité, la PCH a du mal à couvrir réellement ces besoins-là. Et très souvent, on doit la contourner et trouver d'autres éléments. Ce qui me semble important, là, c'est si Franck, éventuellement, tu aurais peut-être des compléments pour illustrer ces problématiques d'accès à la PCH, ou notamment, je pense au fait que tes services interviennent beaucoup, notamment sur la participation à la vie sociale, que tu as une force de frappe très forte sur notamment la capacité d'accompagner les personnes autistes ou avec un handicap psychique, qui sont des accompagnements qui sont quand même très particuliers et pas toujours très confortables quand ils se font dans le cadre de la PCH. Oui, absolument. Alors, vraiment, merci Cyril pour cet exposé d'une clarté. Je ne sais pas si tout le monde mesure l'effort de synthèse et le niveau effectivement de la profondeur. Non, mais vraiment, c'est très sincère de ce qui vient d'être exposé. Mais en effet, je pense que. Alors, moi, je viens de voir que j'ai personne de mes équipes qui est en train de regarder. Je vais leur imposer de regarder le replay. Donc oui, oui, non, mais en effet, pour illustrer ce que tu viens de dire en quelques mots, tout ce qui est handicap psychique. Alors, en effet, l'autisme n'est pas classé dans les handicaps psychiques. Et si on avait Daniel Langlois là, autour de la table, elle pourrait également participer de manière active et virulente. Mais en tout cas, sur tout ce qui est handicap psychique, il est certain que on voit très très rarement des plans d'aide supérieurs à 3 heures par jour. Or, on sait très bien que, en effet, sur des situations de stabilisation de la personne, ça peut être effectivement un appui à la vie sociale et ça peut permettre d'être un véritable étayage. En revanche, dans les cas où on a des décompensations psychiques, là, pour le coup, 3 heures, c'est effectivement extrêmement peu. D'où les difficultés d'ailleurs qu'il y a de par enfin, dans la nomenclature aujourd'hui d'évaluation des éléments à compenser de la PCH, c'est qu'en effet, on n'est pas comme sur du handicap moteur ou sur du handicap sensoriel, sur quelque chose qui est complètement pérenne et complètement, fondamentalement constant. En fait. Voilà. Et sur l'autisme, on retrouve des problématiques à peu près similaires, puisqu'on peut avoir des périodes de crise particulières sur lesquelles, par exemple, il n'y a pas eu alors, soit il y a une mauvaise posologie quand il y a effectivement une posologie associée à la prise en charge avec des calmants, par exemple, ou autres, qui permettent de pouvoir mieux gérer
un certain nombre d'émotions pour l'enfant, soit il n'y a pas besoin de posologie, et il y a heureusement beaucoup d'enfants autistes qui n'ont pas besoin de calmants ou d'anxiolytiques particuliers, mais auquel cas, de toute manière, il peut y avoir des crises. Il peut y avoir des crises, et à ce moment-là, en effet, ce n'est pas forcément des crises qui vont durer qu'une heure. Ça peut s'étendre sur plusieurs semaines, et là, on se retrouve très, très vite démunis. Quand on a, par exemple, une AEH avec des compléments, ou une AEH de base avec une PCH en complément, parce que du coup, le plan d'aide, le plan d'accompagnement, il n'est plus du tout adapté au plan d'aide, et inversement. Et on peut se retrouver soit à mettre en difficulté les familles d'un point de vue financier, par exemple, soit à se retrouver en fait à déporter sur les familles et sur les aidants naturels des tâches qui logiquement devraient relever de l'aidant professionnel. Et à ce titre-là, ça amène tout de suite du coup des besoins de synthèse, des besoins de coordination avec les autres acteurs médico-sociaux, que ce soit des services ou que ce soit des établissements qui sont autour des situations. Bon, et sans revenir sur les problématiques que tu as parfaitement évoquées sur la notion de tarification de PCH, mais il est certain qu'aujourd'hui, bon, le fameux 1777 ne finance même pas déjà l'acte présentiel, la fonction présentielle au domicile. Alors, la fonction de coordination avec d'autres acteurs sur des réunions interdisciplinaires de 4 heures ou 5 heures pour arriver à trouver des solutions qui conviennent à l'ensemble des membres, bon, ça, évidemment, c'est aujourd'hui c'est une vraie problématique supplémentaire à gérer. Alors, j'ai vu récemment, mais alors j'ai pas toutes les données dessus, mais il y a effectivement également l'aide à la vie partagée relatif à l'habitat inclusif, et je sais qu'on a une spécialiste de l'habitat inclusif, puisqu'il y a Karine Pirwell qui est parmi nous, qui a été, alors si j'ai bien compris, mis en œuvre, va être mise en œuvre dans le PLFSS 2021. Je pense que ce type d'aide complémentaire peut être effectivement utile pour arriver à mettre en place des choses supplémentaires. Et autant on voit bien des habitats inclusifs sur lesquels en fait on a un habitat inclusif uniquement dédié à des résidents ou des habitants qui vont être en situation de handicap ou âgés, dépendants, voilà. Autant on pourrait aussi imaginer en extension de l'aide à la vie partagée une notion d'habitation en milieu ordinaire. Parce que, par exemple, quand on a une auxiliaire de vie qui intervient dans une même rue, d'une certaine manière, il n'y a pas plus inclusif comme habitat. Au-delà même d'avoir une petite maison avec 5 appartements différents dans laquelle chacun vit avec effectivement une pièce commune ou autre. Voilà. Et cette aide à la vie partagée, en l'occurrence, me semble être en tout cas un bon vecteur pour arriver à amener d'autres choses. Parce que la notion de vie partagée, c'est pas forcément, enfin, pourrait être élargie pas uniquement à une mutualisation, en gros une espèce d'extension de mutualisation de PCH, mais également avec une notion d'inclusion dans la société qui relève bien d'un partage en fait d'expériences de vie entre différentes personnes qui sont d'ailleurs pas toutes nécessairement en situation de handicap. Peut-être en élément complémentaire de ce que tu as dit, Franck, qu'est-ce qui est important, je regarde en même temps dans les remarques qui ont été faites. Une des problématiques de la PCH et que tu repointais notamment sur les problématiques d'éventuels troubles du comportement qu'il peut avoir, c'est effectivement la variabilité des besoins et la variabilité de leur intensité qui est souvent difficilement compatible avec la PCH. Elle est d'autant plus difficilement compatible que les départements, pour certains, continuent à opérer des contrôles qui sont mensuels
ou trimestriels, qui rendent compliqué notamment, alors il n'y a que la participation à la vie sociale. Alors j'entends la remarque de Karine sur le fait que c'est compliqué de valoriser ce temps-là dans certains départements. Là, alors, je vais faire deux réponses en une. Sur la participation de la vie sociale, effectivement, il y avait un côté un peu incantatoire en disant « Ah, il faut le valoriser dans le plan de compensation ». Une manière de le valoriser, c'est de vous appuyer sur les associations de familles qui peuvent vous aider également à développer l'argumentaire pour valoriser l'importance de ce temps, qui est entendu aussi dans beaucoup de départements. Là, les enquêtes qu'on a pu réaliser montrent qu'il y a aussi des départements qui le valorisent, mais qu'il y a souvent une manière de l'argumenter qui est parfois maladroite. Mais la difficulté reste là, et j'ai entendu des MDPH tenir des propos très désobligeants sur la manière de penser la participation à la vie sociale. Deuxième élément, donc c'est sur cette participation à la vie sociale, c'est en fait un créditant qui est proposé, et donc on peut lisser d'un mois sur l'autre sur 12 mois. Sauf que ce lissage, il n'est possible que si le département ne perd pas un contrôle d'effectivité mensuel ou trimestriel et le fait au moins tous les 6 mois. Ce qui est prévu par la réglementation depuis 2020, puisqu'il y a une réforme qui vient d'être faite sur les droits à vie et qui prévoit notamment dans cette loi que les questions de contrôle d'effectivité ne puissent plus se faire de manière mensuelle ou trimestrielle. Mais aujourd'hui, toutes les MDPH ne se sont pas forcément appropriées ce décret qui est, d'ailleurs, c'est pas un décret, mais une législation qui est encore très récent, mais qui est important à avoir en tête parce que, au moins pour les heures d'aide humaine, ça permet d'ajuster un peu d'une semaine sur l'autre la variabilité et l'intensité de ces besoins. Et juste peut-être aussi comme élément complémentaire, et alors moi je ne me rends pas compte si vous avez le droit de parler les spectateurs, mais c'est vrai que Karine, ça serait intéressant que vous nous redisiez les éléments autour de cette PCH qui peut être, alors c'est pas la mutualisation de la PCH, c'est aujourd'hui, en tout cas l'enveloppe forfaitaire qui est proposée, il me semble, pour la participation dans le cadre des habitats inclusifs, est élargie par le décret qui est en cours de discussion, il me semble, ou qui vient d'être validé, qui permettra en tout cas à plus d'habitats inclusifs de bénéficier de l'enveloppe de 60 000 € qui a été allouée par les ARS. Pour autant, et là je vous laisse la parole Karine juste après, pour autant cet élargissement ne permet pas de contourner les problèmes d'éligibilité à la PCH, qui sont des problèmes très très forts pour les personnes avec un handicap psychique, cognitifs, mentaux ou des personnes autistes, pour accéder à cette PCH dans ces habitats inclusifs, ou encore trop souvent ils n'y accèdent pas parce qu'ils n'ont pas accès à la PCH ou à des plans d'aide qui sont beaucoup trop bas pour pouvoir être mutualisés. Alors, ce n'est pas le bon terme dans le mutualisé, mais désolé, je continue à le pratiquer. Karine, je vous laisse la parole pour compléter sur les habitats inclusifs. Le temps que le son arrive et voilà, je pense qu'il est arrivé. Alors, a priori, il n'est pas tout à fait arrivé. Peut-être que vous avez d'autres questions en attendant que Karine puisse prendre la parole sur ces questions d'habitat inclusif ou fasse une précision dans le chat. Oui, je crois qu'il me semble qu'il faut que Karine vire son truc mute. Active son micro, voilà, plutôt. Rappelle-toi que Julien nous a dit de surveiller notre langage parce que ça va être enregistré et diffusé. Est-ce qu'il y a besoin que je revienne sur certains points où, alors, normalement, la présentation de l'annexe 2.5, quand moi je la fais, on est sur plusieurs heures, et quand Roselyne Toureau, de vice-présidente de l'INAFAM, l'a fait, elle est sur 2 jours. Si je donne cet élément-là, c'est pour rappeler qu'elle est réellement complexe, que ça prend du temps de pouvoir se l'approprier, de naviguer dans ces arcanes, qu'en plus de la manière dont elle sera appliquée sur les différents départements, ça ne sera pas toujours de la même manière parce qu'elle a beaucoup d'éléments qui sont sujets à interprétation, notamment sur les questions de surveillance qui sont un vrai casse-tête à la fois pour les demandeurs pour valoriser ces temps-là, mais également pour les équipes d'MDPH qui ne sont pas toujours outillées pour pouvoir évaluer ce besoin et le temps nécessaire à ce besoin. Autre élément sans doute important à remettre aussi en avant, c'est l'outillage des MDPH pour pouvoir évaluer au plus juste à la fois l'éligibilité de ces publics à la PCH humaine, mais également de pouvoir élaborer le plan de compensation de manière le plus juste possible. Aujourd'hui, le GEVA est relativement
alors je ne vais pas dire inadaptées, mais a des lacunes qui rendent compliquées en tout cas ces questions-là. Mais des outils complémentaires peuvent être mis en place. Je pense notamment au volet 6 et GEVATED qui a été mis en place par Autisme France dans le 66 ou le 64, dans le 64 il me semble. Vous avez également un outil qui a été mis en place par Christine Passerieux dans le 77 pour le handicap psychique qui permet de mieux identifier ses besoins et de les prendre en compte. Vous avez également pour les handicaps cognitifs l'outil PAC, PAC ou GMAP pour le handicap psychique et les troubles crâniens, qui sont des outils qui permettent de mieux penser les besoins de ces personnes en termes à la fois de déficience qu'il peut avoir, mais également la manière dont l'environnement peut venir impacter le handicap qui est éventuellement surajouté au handicap de la personne. Alors, je vois qu'il y a également Régis qui vient à la rescousse sur les éléments liés à la PCH et peut-être... Je prends le temps de les lire pour être au plus juste, mais si on peut donner la parole à Régis, ça marche aussi très bien. Je crois que Régis disait en synthèse qu'aujourd'hui, il y a… Parce que c'est vrai que sur la partie mutualisation de la PCH, il y a certains départements qui s'arrogent un droit de… une espèce de droit de péage pour que les structures puissent accéder ou pas à la mutualisation de PCH. Or, en effet, comme le rappelait très justement Régis, qui vient d'apparaître sur mon écran, donc qui va pouvoir compléter de manière beaucoup plus exhaustive et précise que moi-même, la PCH restant une allocation individuelle, il est quand même bien naturel que la personne puisse décider par elle-même si elle a envie de mettre dans un pot commun et dans une espèce de litchi PCH c'est son allocation, plutôt que de devoir demander l'autorisation à un département de pouvoir le faire. Alors oui, bonjour à toutes et à tous. Alors, débat passionnant, je suis captivé par tout ce qui est dit. Donc, j'interviens juste pour préciser qu'en fait, depuis très longtemps déjà, la mutualisation des PCH est possible. Bien sûr, en respectant le caractère que la PCH est une mesure individuelle. Pour autant, la DGCS a, pour une fois, a longuement écrit là-dessus, et notamment dans son VADEVECOM de 2007, et page 35 exactement, si vous ne l'avez pas, je vous le ferai passer, qui détaille comment un département peut et dans quel cas il doit mutualiser la PCH, parce que c'est quand même, aujourd'hui, on a un environnement juridique qui le permet. En précisant quels sont les volets de la PCH qui peuvent être mis en commun, et on est notamment sur les actes essentiels de l'existence, c'est-à-dire entretien du personnel, déplacement et participation à la vie sociale et la surveillance. Voilà les thématiques qui peuvent être mutualisées. Là, elle peut être totale ou partielle. Et enfin, à aujourd'hui, les départements ne peuvent pas vous opposer l'impossibilité de la chose, puisqu'il y a une circulaire administrative, une note qui est à leur intention. Et là, je pense en retour, parce que là, je suis saisi du sujet là, au vol, donc je n'ai pas du tout préparé mon intervention, je vous parle de mémoire. Mais ce que je peux vous proposer, c'est de vous faire un petit recueil des textes existants, et notamment de ces deux notes et circulaires de la DGCS, qui, à mon sens, vous seront très utiles dans vos échanges avec les départements sur ce sujet-là. Je vous fais ça dans la semaine et je passe par Franck pour ça. Oui, alors Amir vient de racheter un ordi à Karine. Donc, du coup, maintenant, ça marche. C'est ça. Est-ce que vous m'entendez là? C'est bon, ça fonctionne? Bon, parfait. Merci Amir. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Donc rapidement, parce qu'effectivement beaucoup de choses ont été dites et je rejoins Régis, le débat et la communication, les informations sont passionnantes. Sur l'habitat, alors sur la mutualisation, vite fait là pour terminer aussi et rebondir sur ce que disait Régis, nombre de départements n'ont pas encore connaissance de la mutualisation possible, alors de la PCH, de l'APA, on en est encore très très loin, et donc sur les modalités de mise en œuvre avec quand ils ont, on va dire, commencé à intégrer le fait que ce soit mutualisable, ils ont totalement occulté le fait que ça reste un droit propre et de ce fait-là, ils étudient les dossiers de manière concomitante et donc du coup, il y a un risque réel, enfin en tout cas moi je suis intervenue sur plusieurs MDPH, tout simplement parce qu'ils avaient réduit les plans d'aide puisque voilà, il y avait cette mutualisation, donc du coup, ils faisaient bien l'addition
global, mais en soustrayant sur les droits individuels. Donc là aussi, à chaque fois, il faut ressortir les textes pour leur faire comprendre que ça reste un droit propre, même s'il y a cette mutualisation, et que la mutualisation, elle a vocation à permettre d'augmenter l'amplitude horaire du temps de présence et de sécuriser de manière optimale chacun des habitants de ces dispositifs d'habitat. Donc voilà, il y a vraiment toute une culture à transmettre aux institutions MDPH et départements, parce que quand en plus ce sont des directions séparées, une fois que vous avez convaincu la MDPH, du coup, il faut aller refaire la même culture auprès des départements et des directions autonomiques qui du coup contestent les décisions prises par la MDPH. Donc voilà, il y a une perte de temps et d'énergie assez considérable, mais voilà. Pour revenir sur ce que disait Franck, l'aide à la vie partagée, elle est aujourd'hui, les contours sont quand même assez flous sur, on va dire, le contenu et de ce que ça peut permettre. Et c'est surtout que c'est sur la base du volontariat des départements, puisqu'ils doivent abonder ce fonds et la CNSA, donc via une convention à la CNSA, et la CNSA en mettrait une partie aussi. Donc on est, j'allais dire, un peu comme les primes, je ne vais pas relancer la polémique, mais on est sur la volonté ou non des conseils départementaux. Donc, pour l'instant, effectivement, ça reste encore difficile et je n'ai pas vu, alors je ne suis pas sur tous les départements non plus, mais sur un certain nombre, et je n'ai pas vu aujourd'hui de départements, alors bon, ça date d'il y a moins d'un mois, ce texte, mais je n'ai pas vu de départements qui se sont précipités pour le mettre en œuvre. Quand on voit déjà, comme on vient de le dire, quand on voit déjà le temps qu'il leur faut pour appréhender le fait que la mutualisation de la PCH est possible, donc je crains que là, ça prenne encore un petit peu de temps pour qu'ils intègrent qu'il y a cette nouvelle possibilité de financement, quoi. Alors, sauf erreur de ma part, Karine, ce financement, il intervient à partir du 1er janvier 2021. Ah. Parce que c'est dans le cadre du PLFSS 2021 qu'il a été voté au niveau de la CNSA. Donc peut-être que tout simplement, les départements attendent d'avoir l'argent de la CNSA, comme d'habitude, pour les mettre en œuvre et éviter d'avoir à faire des avances de trésorerie qui leur mettraient leurs finances à plat. Pas mal, surtout en fin d'année là. Alors c'est possible, effectivement, j'avais omis ce calendrier. Pour autant, moi pour avoir interrogé un certain nombre de départements sur leur volonté ou pas de le faire, voilà, on sentait une certaine frilosité, effectivement. Alors une méconnaissance, ça c'est sûr, donc pareil, nécessité de leur transmettre le texte, mais effectivement, comme tu dis, peut-être un souci comptable de leur côté, c'est possible, effectivement. Après, je ne sais pas s'il y a d'autres questions, enfin, je ne veux pas rentrer plus ni mobiliser trop la parole, mais voilà, s'il y a des questions en tout cas plus spécifiques par rapport à l'habitat, il n'y a pas de souci, et le lien avec la PCH, évidemment, qui est l'ordre du jour. Julien, il te reste 1 minute pour conclure. C'est gentil, Franck. Tout simplement pour vous remercier, vous dire que ce webinaire sera rediffusé sur les différents réseaux sociaux de la FEDESAP, qu'on vous enverra les documents dont Régis vous a parlé. Remercier Cyril, Franck et Karine pour leur intervention. Régis, je ne te remercie plus. Mais merci aussi. Et écoutez, bon appétit, à très bientôt et un grand merci aux équipes d'Andéo. C'est très agréable de travailler avec des partenaires fidèles et ambitieux. Oui, alors j'en profite parce que Cyril a oublié de le dire, mais depuis aujourd'hui, si j'ai bien compris, il y a une chaîne YouTube Andéo. A priori, c'est depuis aujourd'hui, mais je sais pas, moi j'ai vu un post tout à l'heure. C'est peut-être en avant-première avant même moi que je le sache. Ah, pardon. Je ne suis plus retourné dans les locaux de Andéo depuis, je dirais, bientôt 10 mois. Donc, j'exagère, ça doit faire 3 mois. Donc, je ne sais pas. La communication est donc tout de suite un peu plus rugueuse. On communique très bien, mais sur ces éléments-là, moins fluide. j'ai le temps de vérifier. On a des éléments YouTube. De là à dire si c'était une chaîne YouTube, je ne sais pas. Si, a priori, il y a une chaîne YouTube Andéo sur laquelle, du coup, on pourra vous passer le webinaire si vous voulez le diffuser.
Il va falloir alimenter. On coupera peut-être juste les 2 dernières minutes où j'ai dit que je n'étais pas au courant de tout ce qui se passe chez Indéo. Oui, enfin, Mais sinon, on fera un montage, on fera un je vous gif. remercie également. Je trouve ça vraiment, ce partenariat est vraiment très agréable parce que les échanges de communication et d'informations, ils se font de manière assez fluide et que c'est vraiment une manière, en tout cas, de faire en sorte que, à la fois, on ne soit pas dans de l'information descendante, mais bien, en tout cas, quelque chose qui permette de s'agréger mutuellement pour que nos actions puissent être utiles au niveau national et dans les territoires. Donc, merci beaucoup de m'avoir donné également la parole sur cette question de la PCH Elimine. Merci à toutes et tous. Bon appétit pour ceux qui vont manger et à très bientôt pour un prochain webinaire. Merci encore une fois à vous tous. Merci. Au revoir.